En 1857, dans une plantation isolée du comté de Wilkinson au Mississippi, un propriétaire terrien et ses 3 fils adultes ont disparu durant une seule nuit. 3 jours plus tard, leurs restes ont été retrouvés dans les cuves d'huile de la raffinerie de coton de la propriété. Une esclave nommée Maria a été accusée, jugée et pendue en moins d'une semaine. Mais l'histoire officielle ne raconte qu'une infime partie de ce qui s'est réellement passé dans cette maison maudite au bord de la rivière Buffalo. Avant de continuer, abonne-toi à cette chaîne et dis-nous dans les commentaires de quelle ville tu nous écoutes. Cette histoire va te glacer le sang. Ce récit n'apparaît dans aucun manuel d'histoire. Les archives du tribunal ont été détruites lors d'un incendie suspect en 1863, juste avant l'arrivée des troupes de l'Union. Seuls quelques fragments de témoignages, des lettres privées retrouvées dans des greniers poussiéreux et les mémoires interdites d'un médecin de campagne permettent aujourd'hui de reconstituer les événements qui ont précédé cette nuit d'horreur absolue. Le comté de Wilkinson, dans le sud-ouest du Mississippi, était au milieu du XIXe siècle une région d'une richesse obscène, bâtie sur la sueur et le sang. Les plantations de coton s'étendaient sur des milliers d'hectares, alimentées par le travail forcé de milliers d'esclaves africains. La terre était fertile, les cours du coton étaient élevés, et les planteurs blancs vivaient dans un luxe qui rivalisait avec celui des aristocrates européens. La propriété Caldwell se trouvait à environ 15 kilomètres au nord-est de Woodville, la capitale du comté. C'était une exploitation de taille moyenne selon les standards locaux. 400 hectares de terre cultivée, 143 esclaves recensés, une maison principale de style néoclassique grec avec colonnes blanches, et plusieurs bâtiments annexes incluant les quartiers des esclaves, une forge, une écurie, et surtout, une raffinerie de coton équipée de cuves d'huile bouillante pour le traitement des fibres. La famille Caldwell était établie dans la région depuis 1820. Le patriarche, Tobias Caldwell, avait hérité la terre de son père et l'avait considérablement agrandie grâce à des mariages stratégiques et des acquisitions opportunistes durant la crise bancaire de 1837. À 59 ans en 1857, il était un homme imposant, le visage durci par des décennies de soleil et d'autoritarisme absolu. Sa réputation dans le comté était celle d'un maître sévère mais efficace, un homme qui ne tolérait aucun désordre sur ses terres. Ses 3 fils adultes vivaient avec lui dans la maison principale. L'aîné, Nathaniel, âgé de 34 ans, était déjà veuf et gérait les aspects commerciaux de l'exploitation. Le cadet, Josiah, 31 ans, supervisait le travail dans les champs avec une brutalité qui faisait trembler même les contremaîtres blancs. Le benjamin, Samuel, 28 ans, s'occupait de la partie technique, la maintenance des équipements, la raffinerie, les systèmes d'irrigation. La maison Caldwell respirait une atmosphère particulière. Les rares visiteurs qui y étaient invités remarquaient un silence pesant, une tension palpable qui semblait imprégner les murs même. Les domestiques se déplaçaient comme des ombres, les yeux baissés, évitant tout contact visuel avec les maîtres. On entendait rarement des rires ou des conversations animées. Même les repas se déroulaient dans un mutisme presque complet, ponctué uniquement par le cliquetis des couverts en argent et les ordres brefs de Tobias. L'économie de la plantation reposait sur un système d'une violence méthodique. Le réveil sonnait avant l'aube, à 4h30 précises. Les esclaves disposaient de 20 minutes pour sortir des baraquements et se rassembler dans la cour. Ceux qui étaient en retard recevaient 10 coups de fouet, sans exception, sans justification acceptée. Le travail dans les champs durait jusqu'au coucher du soleil, avec une pause de 30 minutes à midi pour un repas de maïs bouilli et de graisse rance. Les punitions pour les infractions mineures étaient publiques et spectaculaires. Un regard trop direct vers un blanc valait 5 coups de fouet. Une réponse jugée insolente en valait 15. Une tentative d'évasion, si l'esclave était rattrapé vivant, signifiait la mutilation, l'amputation d'un pied ou d'une main, selon l'humeur de Tobias ce jour-là.
Les corps marqués des esclaves Caldwell racontaient une histoire de terreur quotidienne, un langage de cicatrices que tous apprenaient à lire. Mais au-delà de cette violence visible, une autre forme d'horreur se déroulait dans l'ombre de la grande maison. Une horreur dont personne ne parlait ouvertement, mais que tous connaissaient. Une horreur incarnée par une femme nommée Maria. Maria n'était pas son vrai nom. Comme tous les esclaves de la plantation, elle avait été rebaptisée par ses propriétaires, dépouillée de son identité africaine. Elle avait environ 32 ans, en 1857, bien que personne ne connaisse sa date de naissance exacte. Elle avait été achetée lors d'une vente aux enchères à Natchez en 1843, arrachée à une plantation plus au nord, après que son précédent propriétaire eut fait faillite. Physiquement, Maria était une femme de stature moyenne, avec une musculature développée par des années de travail manuel intensif. Ses mains portaient les callosités typiques des travailleuses des champs, ses bras les marques indélébiles du fouet. Son visage, autrefois peut-être beau, était désormais fermé, durci par une souffrance indicible. Mais c'étaient ses yeux qui marquaient ceux qui osaient les regarder. Des yeux d'un noir profond, dans lesquels on ne lisait plus aucune émotion identifiable, comme si quelque chose d'essentiel en elle s'était éteint depuis longtemps. Dès son arrivée sur la plantation Caldwell, Maria avait été assignée au travail domestique dans la maison principale. Ce qui aurait pu sembler un privilège par rapport au travail épuisant des champs était en réalité une condamnation à une forme différente d'enfer. Car Tobias Caldwell et ses fils considéraient les femmes esclaves de la maison comme faisant partie de leurs droits de propriété les plus intimes. Les premières violences ont commencé quelques jours après l'arrivée de Maria. Nathaniel l'a convoqué dans sa chambre sous prétexte qu'il avait besoin d'aide pour ranger des documents. Ce qui s'est passé ce soir-là n'a jamais été consigné officiellement, mais les cris étouffés qui ont filtré à travers les murs épais de la maison principale ont raconté leur propre histoire aux autres esclaves terrifiés dans leur quartier. Les semaines suivantes ont établi un schéma qui allait se répéter pendant 14 années. Maria était régulièrement appelée dans les chambres des hommes Caldwell, toujours sous des prétextes transparents de tâches domestiques urgentes. Elle ne résistait jamais. Elle avait vu ce qui arrivait aux femmes qui résistaient. Sarah, une jeune esclave de 18 ans qui avait tenté de repousser Josiah, avait été fouettée jusqu'à l'inconscience, puis vendue à un marchand itinérant réputé pour fournir les bordels les plus sordides de la Nouvelle-Orléans. Mais l'horreur ne s'arrêtait pas à ces violences nocturnes. En 1846, Maria est tombée enceinte. Les autres esclaves avaient remarqué son ventre qui s'arrondissait, son visage qui prenait cette expression à la fois terrifiée et résignée commune à toutes les femmes esclaves dans sa situation. Personne ne savait avec certitude qui était le père parmi les hommes Caldwell et personne n'osait poser la question. L'enfant, une fille, est née en février 1847. Maria l'a appelée Grace dans le secret de son cœur, bien que sur les registres de la plantation, elle soit simplement inscrite comme « fille de Maria, propriété de T. Caldwell ». Pendant 3 mois, Maria a allaité son bébé dans les rares moments où on lui permettait de quitter la maison principale. Elle la berçait en chantant doucement des mélodies dans une langue que plus personne sur la plantation ne comprenait, des fragments de mémoire d'un monde perdu. Puis, par une matinée de mai 1847, Grace a disparu. Maria avait laissé le bébé endormi dans son berceau improvisé dans les quartiers des esclaves avant de retourner à ses tâches dans la maison principale. Quand elle est revenue à midi, le berceau était vide. Paniquée, elle a cherché partout, interrogeant frénétiquement les autres esclaves. Personne n'avait rien vu. L'enfant s'était volatilisé comme si elle n'avait jamais existé. Maria a couru jusqu'à la maison principale et a osé l'impensable. Elle a frappé à la porte du bureau de Tobias et est entrée sans attendre de réponse. Elle l'a supplié de l'aider à retrouver sa fille, des larmes coulant sur son visage. Tobias l'a regardée avec une expression de surprise authentique,
puis de dédain glacial. « Retourne à ton travail », a-t-il dit simplement. « Mais mon bébé, tu n'as pas de bébé, tu as une tâche à accomplir. Si tu perds encore du temps avec ces sottises, je te fais fouetter. Maintenant sors. » Maria a passé les jours suivants dans un état de détresse absolue. Elle ne mangeait plus, ne dormait plus, demandant inlassablement aux autres esclaves s'ils avaient vu ou entendu quoi que ce soit. Mais le silence était total. C'était comme si Grace avait été effacée de la réalité elle-même. Ce n'est que 3 semaines plus tard qu'une vieille esclave nommée Patience, qui travaillait aux cuisines depuis 40 ans, a osé murmurer quelques mots à Maria alors qu'elles étaient seules près du puits. « Arrête de chercher, petite, tu ne la retrouveras pas. »« Que veux-tu dire? Où est-elle » Patience a regardé autour d'elle avec nervosité avant de répondre dans un souffle à peine audible. « Elle a été vendue. Le marchand est venu la nuit. J'ai vu le maître Nathaniel lui remettre un paquet enveloppé dans une couverture. J'ai entendu des pleurs de bébé, puis ils sont partis. » Maria a senti quelque chose se briser définitivement en elle ce jour-là. Sa fille avait été arrachée de ses bras et vendue alors qu'elle n'avait que 3 mois. Vendue à qui? Pour quelle destination? Elle ne le saurait jamais. L'enfant était parti, avalé par le système impitoyable du commerce d'esclaves, qui séparait les familles aussi facilement qu'on sépare le grain de l'ivraie. Les années qui ont suivi ont transformé Maria en une personne différente. L'esclave qui avait encore conservé une étincelle d'humanité, qui avait encore osé espérer, a progressivement disparu. À sa place est apparue une femme de pierre, une présence silencieuse et froide qui exécutait ses tâches avec une précision mécanique, sans jamais lever les yeux, sans jamais prononcer un mot de plus que nécessaire. Les hommes Caldwell ont continué à la convoquer dans leur chambre. Elle continuait à obéir sans résistance apparente. Mais quelque chose avait changé dans la qualité de son silence. C'était un silence qui avait du poids, qui remplissait les pièces comme une présence tangible. Certains des esclaves plus sensibles affirmaient qu'ils pouvaient sentir quelque chose d'étrange émaner d'elle. Quelque chose qui les mettait mal à l'aise sans qu'ils puissent expliquer pourquoi. En 1850, Maria est tombée enceinte une 2e fois. Cette fois, elle n'a montré aucune émotion visible. Pas de joie, pas de peur, rien. Elle a continué son travail jusqu'au dernier moment, son ventre gonflé dissimulé sous ses vêtements usés. L'enfant, un garçon, est né en janvier 1851. Maria l'a appelé Samuel, dans l'intimité de son esprit brisé, un nom qu'elle ne prononcerait jamais à voix haute. Cette fois, elle savait ce qui allait se passer. Elle n'a pas établi de lien affectif avec l'enfant. Elle l'a nourri, l'a gardé en vie, mais c'était tout. Son cœur était devenu un désert glacé où plus rien ne pouvait pousser. Et comme prévu, en avril 1851, le bébé a disparu. Maria n'a posé aucune question. Elle est retournée à son travail le lendemain, comme si rien ne s'était passé. Mais les autres esclaves avaient commencé à remarquer quelque chose de troublant. Maria s'était mise à observer. Elle regardait les hommes Caldwell avec une attention nouvelle, notant leurs habitudes, leurs routines, leurs faiblesses. Elle étudiait la disposition de la maison, les horaires des domestiques, les moments où chaque membre de la famille se trouvait seul et vulnérable. Elle écoutait aussi. Lors des repas qu'elle servait, elle captait des bribes de conversation. Les disputes entre Tobias et Nathaniel au sujet de la gestion financière de la plantation. Les tensions entre Josiah et Samuel concernant la maintenance des équipements. Les secrets de famille, les rancœurs enfouies, les faiblesses cachées derrière la façade d'unité patriarcale. En 1853, un incident a perturbé la routine apparemment immuable de la plantation. Un esclave nommé Daniel, un homme robuste d'une 30aine d'années qui travaillait à la forge, a été accusé d'avoir volé de la nourriture dans le garde-manger de la maison principale. La preuve était mince, quelques morceaux de pain trouvés dissimulés dans ses affaires. Mais pour Tobias, le vol était un crime impardonnable qui nécessitait un châtiment exemplaire.
Daniel a été fouetté publiquement dans la cour centrale de la plantation, devant tous les esclaves rassemblés de force pour assister au spectacle. 50 coups de fouet. Josiah administrait la punition personnellement, son bras montant et descendant avec une régularité méthodique. À chaque coup, le dos de Daniel éclatait, le sang giclant en arc de cercle. Ses cris ont progressivement faibli, jusqu'à devenir de simples gémissements. Mais Josiah n'a pas arrêté à 50 coups. Il a continué. 60, 70. Le dos de Daniel n'était plus qu'une masse de chair déchiquetée. À 80 coups, il a perdu connaissance. À 90, il ne respirait presque plus. Assez, a finalement dit Tobias, qu'on le ramène au quartier. S'il survit, il reprendra le travail demain. Sinon, c'est une perte acceptable. Daniel est mort cette nuit-là, dans d'atroces souffrances, sans qu'aucun médecin ne soit appelé. Son corps a été enterré le lendemain dans le cimetière non marqué réservé aux esclaves, sans cérémonie, sans prière. Juste un trou dans la terre rouge du Mississippi, un de plus parmi des dizaines. Maria avait observé toute la scène depuis la véranda de la maison principale, où elle était en train de battre des tapis. Son visage ne montrait aucune expression, mais ses mains, agrippées aux manches du battoir, étaient devenues blanches, tant elles serraient fort. Et dans ses yeux, pour la première fois depuis des années, quelque chose a brièvement brillé. Ce n'était pas de la compassion ou de la tristesse, c'était quelque chose de plus froid, de plus dur, c'était de la haine pure et cristallisée. Les années 1854 et 55 sont passées dans une répétition monotone de violences routinières. Les saisons changeaient, le coton était planté et récolté, les esclaves mouraient et étaient remplacés par de nouveaux achats au marché de Natchez ou de la Nouvelle-Orléans. La plantation Caldwell continuait à prospérer financièrement, alimentée par la machine implacable de l'exploitation humaine. Pendant ce temps, Maria continuait son observation patiente. Elle avait remarqué que Samuel Caldwell, le Benjamin, passait beaucoup de temps à la raffinerie de coton. C'était son domaine personnel, l'endroit où il supervisait le traitement des fibres dans les grandes cuves d'huile bouillante. Il aimait expliquer le processus à ses frères, exhibant fièrement ses connaissances techniques. L'huile devait être maintenue à une température précise, assez chaude pour ramollir les fibres, mais pas assez pour les détruire. Les cuves, au nombre de 3, pouvaient contenir chacune environ 150 litres d'huile de coton. Samuel était particulièrement fier d'avoir amélioré le système de chauffage, installant une série de brasiers sous les cuves qui permettaient de maintenir l'huile à température constante pendant des heures. Le bâtiment de la raffinerie était isolé des autres structures, situé à environ 50 mètres de la maison principale, entouré de barriques d'huile brute et de balles de coton non traitées. Maria a également remarqué autre chose. Samuel avait une habitude régulière de visiter la raffinerie tard le soir, après le dîner. Il prétendait vérifier que tout était en ordre pour le lendemain, mais les autres esclaves savaient la vraie raison. Il emmenait souvent une jeune esclave avec lui, sous prétexte de lui montrer le fonctionnement des équipements. Ce qui se passait ensuite dans l'intimité de la raffinerie, plongée dans la pénombre, n'était un secret pour personne. En 1856, un événement extérieur a commencé à créer des tensions nouvelles sur la plantation. Les débats politiques autour de l'esclavage s'intensifiaient dans tout le pays. Le parti républicain nouvellement formé gagnait en influence dans le Nord, porteur d'un message abolitionniste qui terrifiait les planteurs du Sud. Des rumeurs circulaient sur des révoltes d'esclaves dans d'autres États, sur des complots déjoués, sur des fuites vers le nord facilitées par ce qu'on appelait le Underground Railroad. Tobias est devenu plus paranoïaque. Il a renforcé la surveillance, institué des couvre-feux plus stricts, interdit tout rassemblement d'esclaves non supervisés. Les punitions pour infractions mineures sont devenues encore plus sévères. L'atmosphère sur la plantation, déjà oppressante, est devenue suffocante. Si ces révélations te donnent des frissons, mets un pouce en l'air et dis-nous dans les commentaires ce que tu penses qu'il va se passer. L'histoire ne fait que commencer. Au printemps 1857,
un nouveau facteur est venu perturber l'équilibre précaire de la plantation Caldwell. Nathaniel, l'aîné des fils, avait développé une obsession particulière pour une jeune esclave récemment acquise, nommée Rachel. Elle avait 17 ans, un visage fin et des yeux qui n'avaient pas encore été complètement éteints par les horreurs du système. Nathaniel a commencé à la convoquer dans sa chambre presque chaque nuit. Mais contrairement à ses habitudes précédentes avec d'autres femmes esclaves, il semblait développer un attachement malsain envers Rachel. Il lui apportait des rubans, des morceaux de savon parfumés, des choses qu'une esclave n'avait normalement jamais le droit de posséder. Il insistait pour qu'elle mange mieux, qu'elle porte des vêtements moins usés. Cette attention dérangeante a créé des frictions dans la famille. Josiah accusait son frère de devenir faible, de traiter une esclave comme si elle était quelque chose de plus qu'une propriété. Samuel, quant à lui, regardait Rachel avec une convoitise de plus en plus évidente, frustré de ne pas pouvoir toucher à ce que son frère aîné avait revendiqué pour lui-même. Tobias observait tout cela avec un déplaisir croissant. Pour lui, les esclaves étaient des outils, rien de plus. L'attachement de Nathaniel représentait une faiblesse dangereuse, une fissure dans l'autorité patriarcale qui maintenait l'ordre sur la plantation. Il a convoqué son fils aîné dans son bureau par une chaude soirée de mai pour avoir une conversation franche. Les éclats de voix ont filtré à travers les murs épais. Maria, qui servait le café dans le salon adjacent, pouvait entendre presque chaque mot. « Tu te comportes comme un adolescent stupide !» criait Tobias. « Cette fille n'est rien, elle est un investissement de $400, pas plus. »« Tu ne comprends pas », répondait Nathaniel avec une passion inhabituelle chez lui. « Rachel est différente, elle est intelligente, sensible. Elle est une esclave, une propriété. Si tu veux une femme dans ta vie, marie-toi avec une fille respectable de bonne famille. Mais n'insulte pas notre nom en développant des sentiments pour une négresse. » Le silence qui a suivi était lourd de menaces. Puis la voix de Tobias a repris, plus calme mais infiniment plus dangereuse. « Je vais régler ce problème. La fille sera vendue la semaine prochaine. J'ai déjà contacté un marchand. »« Non, tu n'as pas le droit. J'ai tous les droits. C'est ma propriété et ma décision. La conversation est terminée. » Maria a entendu Nathaniel sortir en trombe du bureau, claquer la porte si fort que les cadres sur les murs ont tremblé. Elle a continué son travail impassible, mais son esprit enregistrait chaque information, chaque détail de la dynamique familiale qui se fissurait. Les jours suivants, l'atmosphère dans la maison est devenue électrique. Nathaniel ne parlait plus à son père, prenant ses repas en silence, le regard fixé sur son assiette. Josiah et Samuel observèrent le conflit avec un mélange d'amusement et de malaise. Rachel elle-même semblait pétrifiée de terreur, consciente qu'elle était au centre d'une tempête qu'elle n'avait aucun pouvoir d'influencer. Le mercredi 12 juin 1857, le marchand d'esclaves est arrivé comme prévu. C'était un homme corpulent nommé Hiram Jeffries, connu dans toute la région pour sa cruauté et son absence totale de scrupules. Il inspectait la marchandise avec l'œil d'un expert, examinant les dents de Rachel, tâtant ses bras et ses jambes, vérifiant qu'elle n'avait pas de maladie visible. Nathaniel est sorti de la maison en courant, le visage déformé par une rage impuissante. « Ne fais pas ça, père, je t'en supplie. » Tobias l'a regardé avec un mépris glacial. « Retourne dans la maison, tu te ridiculises. Je ne te le pardonnerai jamais. Tu me remercieras quand tu seras revenu à la raison. » Rachel a été emmenée dans la charrette de Jeffries, les poignets liés, pleurant silencieusement. Nathaniel a regardé la scène, les poings serrés, des larmes de rage coulant sur ses joues. Puis, il est retourné dans la maison et s'est enfermé dans sa chambre. Il n'en est pas sorti pendant 3 jours. Cet incident a créé une rupture irréparable dans la famille Caldwell. Nathaniel parlait à peine à son père, et quand il le faisait, c'était avec une hostilité à peine contenue. Josiah et Samuel, voyant l'opportunité de gagner la faveur paternelle, sont devenus encore plus zélés dans leur brutalité envers les esclaves, comme pour prouver qu'eux, au moins, comprenaient la nature véritable de leur position.
C'est dans ce contexte de tension familiale que Maria a commencé à mettre en œuvre un plan qu'elle mûrissait depuis des années. Un plan d'une audace et d'une horreur inimaginables. Un plan qui nécessitait une préparation minutieuse, une patience infinie et une absence totale de pitié. Elle a commencé par se rapprocher subtilement de Samuel. Pas de manière évidente, mais en se rendant indispensable lors de ses visites nocturnes à la raffinerie. Elle apprenait le fonctionnement des équipements, posait des questions apparemment innocentes sur les températures de l'huile, sur la résistance des cuves, sur les procédures de sécurité. Samuel, flatté d'avoir une audience attentive, répondait avec un enthousiasme pédant à chacune de ces questions. Maria a également commencé à observer les habitudes de sommeil de la famille. Tobias se couchait invariablement à 10 heures précises, dans sa chambre au premier étage. Nathaniel, toujours enfermé dans sa mélancolie, restait souvent éveillé jusqu'à minuit, buvant du whisky dans sa chambre. Josiah dormait profondément, sa conscience apparemment imperméable aux horreurs qu'il infligeait durant la journée. Samuel était le plus imprévisible, se levant parfois en pleine nuit pour vérifier la raffinerie ou pour chercher une esclave qu'il avait décidé de torturer. Elle a aussi commencé à collecter de petites quantités de laudanum, un opiacé largement utilisé à l'époque pour traiter la douleur et l'insomnie. La plantation en avait toujours un stock important dans l'armoire médicale de Tobias. Maria en prenait de minuscules doses à chaque fois qu'elle nettoyait le bureau, des quantités si petites qu'elles ne seraient jamais remarquées. En quelques mois, elle a accumulé assez de laudanum pour endormir profondément plusieurs hommes adultes. Le soir du 27 août 1857, tous les éléments du plan de Maria étaient en place. C'était une nuit sans lune, chaude et étouffante comme seul le Mississippi peut l'être en plein été. L'humidité rendait l'air presque solide, et même les insectes semblaient trop épuisés pour faire du bruit. Le dîner ce soir-là s'est déroulé dans un silence encore plus pesant que d'habitude. Tobias mangeait méthodiquement, mastiquant chaque bouchée 32 fois comme le recommandèrent les médecins de l'époque. Nathaniel touchait à peine à son assiette, son regard fixé sur un point au-delà de la fenêtre. Josiah dévorait sa nourriture avec son appétit habituel, sans remarquer la tension qui imprégnait la pièce. Samuel, quant à lui, observait Maria avec une attention particulière alors qu'elle remplissait les verres de vin. Maria avait versé le laudanum dans la carafe de vin rouge avant de la porter à table. C'était un risque calculé. Elle savait que Tobias buvait toujours exactement 2 verres à chaque repas, pas plus. Nathaniel en buvait habituellement 3 ou 4, noyant son chagrin dans l'alcool. Josiah vidait souvent une demi-carafe à lui seul. Samuel était plus modéré, se limitant généralement à 1 verre. Le dosage devait être précis. Trop de laudanum et les hommes tomberaient immédiatement dans un sommeil suspect, alertant peut-être l'un d'entre eux avant qu'il ne soit trop tard. Trop peu et ils resteraient conscients, capables de résister. Maria avait calculé la dose pour qu'elle agisse progressivement, induisant une somnolence croissante que les hommes attribueraient à la chaleur oppressante et à la fatigue de la journée. Le repas s'est terminé sans incident apparent. Les hommes se sont retirés dans leurs chambres respectives comme ils le faisaient chaque soir. Maria a débarrassé la table avec l'aide de 2 autres esclaves domestiques, Esther et Ruth. Elle a lavé la vaisselle, rangé la cuisine, accompli toutes ses tâches habituelles avec la même précision mécanique que d'ordinaire. À 9 heures, Esther et Ruth sont retournées au quartier des esclaves. Maria est restée seule dans la maison principale, comme c'était souvent le cas. Elle était censée effectuer les dernières vérifications avant de se retirer elle aussi, s'assurant que tous les feux étaient éteints, que les portes étaient verrouillées. Elle a attendu. Elle s'est assise dans la cuisine plongée dans l'obscurité, ses mains posées à plat sur la table de bois usée, et elle a attendu. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur atroce. Elle pouvait entendre les bruits normaux de la maison qui se prépare pour la nuit. Des pas à l'étage, le grincement d'un lit, le murmure d'une prière que Tobias récitait invariablement avant de dormir. Puis, progressivement, le silence s'est installé.
Un silence différent du silence habituel, plus profond, plus complet. Le silence d'une maison où tous les habitants sont plongés dans un sommeil artificiel et profond. À 10h30, Maria s'est levée. Elle a monté lentement les escaliers, testant chaque marche pour éviter les craquements. Elle est allée d'abord à la chambre de Tobias. La porte était entr'ouverte. Elle est entrée silencieusement et s'est approchée du lit. Tobias ronflait doucement, sa respiration régulière et profonde. Maria l'a observé pendant un long moment. Cet homme qui avait possédé son corps pendant 14 ans, qui lui avait arraché 2 enfants, qui avait fait de sa vie un enfer quotidien. Il semblait presque paisible dans son sommeil, son visage détendu, vulnérable. Elle n'a ressenti aucune pitié, aucune hésitation. Elle a simplement enregistré qu'il était bien endormi et a continué sa tournée. Chambre de Nathaniel. Endormi, le visage tourné vers le mur. Chambre de Josiah. Endormi, ronflant bruyamment. Chambre de Samuel. Endormi, une main pendant hors du lit. Tous les 4 étaient exactement où elle avait besoin qu'ils soient. Maria est redescendue à la cuisine. Elle a pris le couteau de boucher le plus grand, celui qu'on utilisait pour découper les cochons lors des abattages. Puis elle est retournée à la chambre de Tobias. Ce qui s'est passé ensuite, je dois le raconter avec précision car c'est au cœur du mystère qui entoure cette histoire. Maria n'a pas tué Tobias dans son lit, elle ne l'a même pas blessé. À la place, elle lui a attaché les poignets avec une corde solide qu'elle avait apportée. Elle a fait de même avec ses chevilles. Puis, avec une force surprenante, elle l'a traîné hors du lit. Tobias a grogné dans son sommeil, mais ne s'est pas réveillé. Le laudanum faisait son travail. Maria l'a traîné hors de la chambre, le long du couloir, puis en bas des escaliers. Sa tête a cogné contre chaque marche avec un bruit sourd. Elle l'a traîné à travers le salon, la cuisine, puis dehors par la porte de derrière. Elle a répété l'opération avec Nathaniel, puis avec Josiah, puis avec Samuel. 4 corps endormis, ligotés, traînés un par un dans l'obscurité étouffante de la nuit du Mississippi. C'était un travail épuisant, mais Maria semblait possédée d'une force surhumaine, alimentée par 14 années de rage comprimée. Elle les a traînés jusqu'à la raffinerie de coton. Le bâtiment était plongé dans l'obscurité. Maria connaissait parfaitement la disposition des lieux grâce à ses observations minutieuses des derniers mois. Elle a allumé une lampe à huile, projetant des ombres dansantes sur les murs de bois. Les 3 grandes cuves se dressaient au centre de la pièce, leur forme cylindrique massive dominant l'espace. Maria a commencé à rallumer les brasiers sous les cuves. Samuel avait expliqué qu'il fallait environ 2 heures pour que l'huile atteigne la température de traitement optimale, autour de 150 degrés. Mais Maria n'avait pas besoin de 150 degrés. Elle avait besoin de beaucoup plus. Elle a alimenté les brasiers avec du charbon en quantité excessive, créant des flammes intenses sous chaque cuve. Puis elle a attendu, assise sur un tabouret, regardant les 4 hommes toujours endormis alignés sur le sol de terre battu de la raffinerie. C'est à ce moment, vers minuit, que Tobias a commencé à se réveiller. L'effet du laudanum s'estompait progressivement. Ses yeux se sont ouverts lentement, son esprit confus essayant de comprendre où il se trouvait. Il a vu le plafond de bois de la raffinerie, éclairé par la lueur vacillante des flammes. Il a senti la chaleur intense qui émanait des brasiers. Il a tenté de bouger et a réalisé avec un choc qu'il était ligoté. « Qu'est-ce que... » Sa voix était pâteuse, sa langue épaisse. Il a tourné la tête et a vu ses 3 fils allongés près de lui, encore inconscients. Puis son regard s'est levé et il a vu Maria, debout près des cuves, le regardant avec une expression indéchiffrable. « Maria, qu'est-ce qui se passe? Détache-moi immédiatement. » Elle n'a pas répondu. Elle a simplement continué à le regarder. « Je t'ai donné un ordre. Détache-moi. » Le ton de Tobias montait, l'autorité habituelle se mêlant maintenant à une pointe de peur. Il commençait à comprendre que quelque chose de très anormal était en train de se produire. « Tu vas regretter ça, esclave. Tu vas souffrir comme personne n'a jamais souffert. Détache-moi maintenant. » Maria s'est approchée lentement.
Elle s'est accroupie près de lui, son visage à quelques centimètres du sien. Quand elle a parlé, sa voix était basse, presque un murmure, mais chargée d'une intensité qui a glacé le sang de Tobias. Ma première fille s'appelait Grace. Elle avait 3 mois quand ton fils l'a vendue. Mon deuxième fils s'appelait Samuel. Il avait 3 mois lui aussi quand il a disparu. Est-ce que tu te souviens d'eux? Est-ce que tu te souviens de leur visage, de leurs pleurs? Tobias la regardait avec des yeux écarquillés, incapable de parler. Bien sûr que non, pour toi il n'était rien, moins que rien. Des inconvénients à éliminer. Maria, écoute. J'ai écouté pendant 14 ans, maintenant c'est ton tour d'écouter. À cet instant, Nathaniel a grogné et a ouvert les yeux, puis Josiah, puis Samuel. Les 4 hommes Caldwell étaient maintenant conscients, ligotés sur le sol, commençant à réaliser l'horreur de leur situation. « Qu'est-ce que tu fais, négresse ?» a hurlé Josiah, sa voix pleine de rage et de peur. « Tu es morte, tu entends, morte !» Maria s'est levée et est retournée près des cuves. La chaleur était maintenant intense. L'huile dans les cuves commençait à frémir, de petites bulles se formant à la surface. « Tu nous as drogués !» a crié Samuel, son visage déformé par la panique. C'était dans le vin. Père, elle nous a empoisonnés. Nathaniel, le plus calme des 4, a essayé une approche différente. Maria, réfléchis à ce que tu fais. Si tu nous détaches maintenant, je te promets qu'on oubliera tout ça. On dira que c'était un malentendu. Tu ne seras pas puni. Maria a ri. C'était un son horrible, sans joie, qui a fait frissonner même ces hommes habitués à la violence. Un malentendu? 14 années de viol sont un malentendu? Le meurtre de mes enfants est un malentendu? Ils n'ont pas été tués, a protesté Tobias. Ils ont été vendus. C'est différent. Oh, pour moi, c'est la même chose. Pour une mère, c'est pire qu'un meurtre. Car je ne sais pas où ils sont, s'ils souffrent, s'ils sont vivants ou morts. Je ne le saurai jamais. Les 4 hommes ont commencé à se débattre furieusement contre leurs liens, réalisant que leurs paroles n'auraient aucun effet. Mais Maria avait fait des nœuds solides, enseignés par un vieux marin esclave qui avait travaillé sur des bateaux avant d'être vendu aux plantations. L'huile bouillait maintenant franchement. Des bulles éclataient à la surface, libérant de la vapeur qui montait vers le plafond. La température dans la raffinerie était devenue presque insupportable. Maria s'est approchée de Samuel en premier. C'était une décision calculée. Samuel était le plus petit, le plus léger des 4. Elle pourrait le gérer seule. Elle l'a traîné jusqu'à la première cuve, ses pieds laissant des traces dans la poussière du sol. Non, non, s'il te plaît. Samuel hurlait maintenant sans retenue, sa voix devenue aiguë de terreur. Je suis désolé pour tout. S'il te plaît. Tu es désolé, a répété Maria sans émotion. Tu es désolé maintenant que tu vas mourir. Mais tu n'étais pas désolé quand tu prenais ce qui ne t'appartenait pas, quand tu détruisais des vies par plaisir. Elle a trouvé une échelle de bois contre le mur, celle que les ouvriers utilisaient pour vérifier le niveau d'huile dans les cuves. Elle l'a positionnée contre la première cuve. Puis, avec une force qui semblait défier les lois de la nature, elle a commencé à hisser Samuel ligoté le long de l'échelle. Les 3 autres hommes hurlaient maintenant, se tordant dans leurs liens, leurs voix se mélangeant en un chœur de terreur. Mais la raffinerie était isolée, loin des quartiers des esclaves et de toute autre habitation. Personne ne pouvait les entendre. Maria a réussi à positionner Samuel au sommet de l'échelle, au bord de la cuve. La vapeur montait en tourbillon autour de lui. Il pouvait sentir la chaleur intense de l'huile bouillante juste en dessous. « Grace », a dit Maria simplement. Puis elle a poussé. Samuel est tombé dans la cuve avec un bruit sourd, immédiatement suivi d'un hurlement d'agonie qui n'avait rien d'humain. C'était un son primordial, un cri qui semblait venir des profondeurs les plus primitives de l'existence. Son corps a convulsé violemment dans l'huile bouillante, ses membres ligotés s'agitant dans une danse macabre. Sa peau a commencé à se dissoudre instantanément, se détachant de la chair comme du papier mouillé. Le hurlement a duré peut-être 20 secondes,
peut-être une éternité. Puis il s'est arrêté brusquement, remplacé par un gargouillement horrible alors que l'huile bouillante remplissait ses poumons. Les 3 autres hommes étaient maintenant dans un état de panique absolue. Josiah pleurait ouvertement, des larmes et de la morve coulant sur son visage. Nathaniel avait vomi sur lui-même. Tobias, même dans sa terreur, essayait encore de maintenir une façade de contrôle. « Tu ne t'en tireras pas », a-t-il dit d'une voix tremblante. « Ils te pendront. Tu brûleras en enfer pour l'éternité. » Maria l'a regardé. « L'enfer? J'y vis déjà depuis 14 ans. » Elle est retournée chercher Josiah. Celui-ci a tenté de se débattre avec une force désespérée, roulant sur lui-même, essayant de s'éloigner d'elle. Mais il était toujours sous l'effet résiduel du laudanum, ses mouvements maladroits et non coordonnés. Maria l'a saisi par les chevilles et l'a traîné vers la 2e cuve. « Je te donnerai de l'argent », criait Josiah. « Je te donnerai ta liberté. Je ferai de toi une femme libre. Tu pourras partir. Ta liberté n'est pas à toi de donner. Tu me l'as volée, tout comme tu as volé la vie de mes enfants. » Le processus s'est répété. L'échelle, l'ascension pénible, le positionnement au bord de la cuve et la chute. Les hurlements de Josiah étaient si intenses qu'ils semblaient faire vibrer les murs même de la raffinerie. Son corps a convulsé encore plus violemment que celui de Samuel, peut-être parce qu'il était plus grand, plus fort, capable de résister un peu plus longtemps avant que la mort ne vienne finalement le prendre. Il restait 2 hommes, Tobias et Nathaniel, père et fils. Maria a regardé les 2 hommes restants. Elle a vu Nathaniel qui pleurait, non pas de peur pour lui-même, mais de ce qu'il venait de voir arriver à ses frères. Il y avait quelque chose dans son regard qui ressemblait presque à de la compréhension, à de la résignation. Tobias, en revanche, la regardait avec une haine pure. Même face à une mort certaine et atroce, il ne montrait aucun remords, aucune compréhension de ce qu'il avait fait. Pour lui, jusqu'à la fin, Maria n'était qu'une propriété qui avait osé se rebeller contre son ordre naturel. « Toi, en premier », a dit Maria en se dirigeant vers Tobias. Il a craché vers elle. « Va au diable, négresse !» Maria l'a traîné vers la 3e cuve. Elle était plus petite que les autres, mais l'huile y était peut-être encore plus chaude, ayant bouilli plus longtemps. Des bulles violentes éclataient à sa surface, projetant de minuscules gouttelettes d'huile brûlante dans l'air. Hisser Tobias a été plus difficile. Il était lourd, son corps alourdi par des années de bonne nourriture et de vie sédentaire. Mais la rage de Maria lui donnait une force qui dépassait les limites normales du corps humain. Elle l'a fait monter marche après marche, insensible à ses insultes et ses menaces. Au sommet de l'échelle, elle a fait une pause. Elle a regardé Tobias dans les yeux une dernière fois. « C'est pour Grace, pour Samuel, pour Rachel, pour Daniel, pour tous ceux que tu as brisés. Je te maudis, » a sifflé Tobias. « Je te maudis, toi et tous ceux de ta race, jusqu'à la fin des temps. » Maria a souri. C'était un sourire terrible, vide de toute humanité. « Nous sommes déjà maudits, tu nous as maudits il y a longtemps. Maintenant, descends en enfer et découvre si tes péchés y trouvent accueil. » Elle l'a poussé. Le hurlement de Tobias a semblé durer plus longtemps que ceux de ses fils, comme si même la mort refusait de le prendre facilement. Son corps s'est tordu dans l'huile bouillante, sa chair se désintégrant, révélant l'os blanc en dessous. Ses yeux ont littéralement explosé dans leurs orbites sous l'effet de la chaleur extrême. Ses cheveux ont pris feu, créant une couronne de flammes autour de ce qui restait de sa tête. Puis, finalement, il s'est immobilisé. Le silence est revenu dans la raffinerie, brisé seulement par le bouillonnement constant de l'huile et le crépitement des brasiers. Maria est redescendue de l'échelle. Elle s'est approchée de Nathaniel, le dernier survivant. Nathaniel ne pleurait plus. Il regardait Maria avec une expression étrange, un mélange de peur et de quelque chose d'autre, de la compréhension peut-être, ou de l'acceptation. « Je sais que rien de ce que je peux dire ne changera ton intention, » a-t-il dit doucement. « Mais je veux que tu saches que j'ai aimé Rachel, vraiment aimé. C'était la première fois que je ressentais quelque chose de vrai pour quelqu'un.
Maria s'est accroupie près de lui. Tu l'as aimée? Tu as aimé une femme que tu possédais, que tu pouvais violer à volonté, que ton père a vendue comme du bétail. Tu appelles ça de l'amour? C'était tout ce que je connaissais de l'amour. Dans cette maison, dans cette vie, c'était tout ce qui nous était permis. Et mes enfants? Les as-tu aimés aussi quand tu les as fait disparaître? Nathaniel a baissé les yeux. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. J'étais un lâche. Je savais que c'était mal, mais je n'ai rien fait pour l'empêcher. Ton remords vient trop tard. Je sais. Maria l'a regardé pendant un long moment. Puis elle a fait quelque chose d'inattendu. Elle a sorti son couteau et a coupé les liens de Nathaniel. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-il demandé confus. « Je te donne un choix que tu ne m'as jamais donné. Tu peux essayer de fuir. Tu peux essayer de te battre. Ou tu peux accepter ton sort avec dignité. » Nathaniel s'est frotté les poignets, rétablissant la circulation. Il a regardé la porte de la raffinerie, puis les cuves fumantes, puis Maria. « Si je fuis, tu alerteras tout le comté, ils me traqueront. Je serai pendu de toute façon, mais lentement, publiquement, comme exemple. Probablement. Et si je me bats contre toi, je te tuerai. Peut-être pas facilement, mais je te tuerai. » Nathaniel a hoché la tête. Il s'est levé lentement, testant ses jambes tremblantes. Puis il a fait quelque chose qui a surpris même Maria. Il s'est dirigé vers l'échelle appuyée contre la première cuve, celle où Samuel était mort. « Qu'est-ce que tu fais » a demandé Maria. « Je choisis la troisième option, la dignité. » Il a commencé à grimper l'échelle. Maria ne l'a pas arrêté. Elle l'a regardé monter, marche après marche, jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet. Il s'est tenu là, regardant l'huile bouillante en dessous. « Est-ce que tu crois en Dieu, Maria » a-t-il demandé. « Je ne sais plus. Moi non plus. Mais s'il existe, j'espère qu'il sera plus miséricordieux que nous ne l'avons été. » Puis Nathaniel a sauté. Le soleil s'est levé sur la plantation Caldwell le matin du 28 août 1857. Les esclaves se sont rassemblés dans la cour comme d'habitude, attendant les ordres de la journée. Mais aucun contremaître n'est apparu. Aucun membre de la famille Caldwell n'est sorti de la maison principale. Vers 8 heures, le contremaître principal, un homme blanc nommé Robert Hayes, est arrivé de sa propre habitation à quelques kilomètres de là. Il a trouvé les esclaves attendant dans une confusion croissante. Il est entré dans la maison principale et l'a trouvée vide. Les lits défaits, mais personne. C'est Esther, l'esclave domestique, qui a finalement découvert où se trouvaient les maîtres. Elle était allée à la raffinerie pour chercher des chiffons propres et avait trouvé la porte ouverte. Ce qu'elle a vu à l'intérieur l'a fait hurler si fort qu'on l'a entendu jusqu'aux champs les plus éloignés. Hayes a couru vers la raffinerie et est entré. Il est ressorti 30 secondes plus tard et a vomi violemment dans la poussière. Puis il a couru jusqu'à son cheval et a galopé vers Woodville pour alerter les autorités. Le shérif Benjamin Curtis est arrivé 2 heures plus tard avec 4 adjoints. Ce qu'ils ont trouvé dans la raffinerie a choqué même ces hommes habitués à la violence brutale de l'époque. Les 3 cuves contenaient les restes partiellement dissous de 4 corps humains. L'huile bouillante avait continué son travail toute la nuit, réduisant la chair et même une partie des os en une bouillie méconnaissable. L'identification n'a été possible que grâce à des fragments de vêtements et à une bague que Tobias portait toujours. L'enquête qui a suivi a été brève et brutale. Maria a été immédiatement identifiée comme la coupable principale. Elle n'a pas essayé de fuir. En fait, elle a été trouvée assise tranquillement dans les quartiers des esclaves, attendant apparemment qu'on vienne la chercher. Lors de son interrogatoire, elle a tout avoué avec un calme déconcertant. Elle a décrit chaque étape de son plan, chaque détail de l'exécution. Elle n'a montré aucun remords, aucune émotion particulière. Le shérif Curtis, dans son rapport officiel, a écrit qu'elle parlait comme si elle récitait une recette de cuisine, plutôt que de décrire 4 meurtres. Le procès a eu lieu 3 jours plus tard. Il a duré moins de 2 heures. Le juge, un homme nommé Horace Pemberton, était un ami personnel de Tobias Caldwell. Le verdict était couru d'avance. Maria a été déclarée coupable de 4 chefs d'accusation de meurtre au 1er degré. La sentence,
pendaison immédiate. Mais avant l'exécution, quelque chose d'étrange s'est produit. Le révérend local, un homme nommé Jeremiah Ward, a demandé la permission de voir Maria dans sa cellule. Il voulait entendre sa confession, offrir une dernière chance de rédemption. Leur conversation n'a jamais été officiellement rapportée, mais le révérend Ward, dans une lettre privée à sa sœur qui a été retrouvée des décennies plus tard, a écrit quelque chose de troublant. « J'ai parlé avec la négresse Maria aujourd'hui. J'espérais trouver une âme tourmentée, cherchant le pardon divin. Au lieu de cela, j'ai rencontré quelque chose qui m'a glacé jusqu'à l'os. Elle n'a montré aucun remords pour ses actes. Quand je lui ai parlé de l'enfer qui l'attendait, elle a ri et m'a dit que l'enfer était un luxe comparé à ce qu'elle avait vécu. Quand je lui ai demandé si elle regrettait d'avoir tué ces hommes, elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Mon seul regret est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Que Dieu nous aide, car j'ai peur que ce ne soit pas la fin, mais le début de quelque chose de terrible. » Maria a été pendue le 1er septembre 1857 sur la place publique de Woodville. Plus de 300 personnes sont venues assister à l'exécution. La plus grande foule jamais rassemblée dans l'histoire de la ville pour un tel événement. Beaucoup voulaient voir la négresse démoniaque recevoir son châtiment. D'autres, parmi les esclaves forcés d'assister, regardaient avec des émotions bien différentes. Juste avant que la trappe ne s'ouvre, le shérif Curtis a demandé à Maria si elle avait des dernières paroles. Selon plusieurs témoins, elle a regardé la foule silencieuse et a dit simplement « Je ne suis ni la première ni la dernière. Le sang appelle le sang. » Puis, la trappe s'est ouverte et Maria est morte. Mais l'histoire ne s'est pas terminée là. Des événements étranges ont commencé à se produire dans les semaines et mois suivants. La plantation Caldwell, sans propriétaire direct, est tombée dans un vide juridique. Des parents éloignés ont revendiqué l'héritage, mais personne ne voulait vraiment y vivre. Les esclaves ont été vendus par lot à d'autres planteurs de la région, dispersant les témoins potentiels. Le contremaître Hayes a tenté de maintenir la plantation en activité pendant quelques mois, mais il a progressivement sombré dans l'alcoolisme. Il racontait à qui voulait l'entendre qu'il entendait des cris la nuit venant de la raffinerie, même si celle-ci avait été condamnée et verrouillée. Il est mort en février 1858 d'une cirrhose du foie. Le juge Pemberton a perdu son fils aîné dans un accident de chasse mystérieux en mars 1858. Son deuxième fils s'est noyé dans la rivière Buffalo en mai de la même année. Les gens ont commencé à murmurer sur une malédiction. Le révérend Ward a quitté Woodville en juillet 1858 et n'y est jamais revenu. Dans ses dernières prédications avant son départ, il parlait de manière obsessionnelle sur les péchés des pères retombant sur les fils, sur les dettes qui doivent être payées, sur la justice divine qui vient toujours, même si elle vient tard. La maison principale Caldwell a brûlé en octobre 1858. L'incendie a été attribué à la foudre, mais il n'y avait pas d'orage cette nuit-là. Les ruines sont restées debout pendant des années, un squelette noirci qui rappelait à tout ce qui s'était passé. La raffinerie n'a jamais été démolie. Elle est restée là, abandonnée, évitée par tous. Les esclaves qui travaillaient encore sur les plantations voisines refusaient de passer près d'elle après la tombée de la nuit. Ils parlaient de lumières étranges, vues à travers les fenêtres brisées, de bruits qui ressemblaient à de l'huile bouillante, de silhouettes qui se déplaçaient dans l'obscurité. En 1863, durant la guerre de sécession, un groupe de soldats de l'Union campant dans la région a décidé d'utiliser la raffinerie abandonnée comme abri temporaire. 3 d'entre eux sont entrés. Aucun n'en est ressorti vivant. Leurs camarades, en les cherchant le lendemain, les ont trouvés morts à l'intérieur, leurs visages déformés par une terreur inexplicable. Le médecin militaire n'a trouvé aucune cause évidente de décès. Pas de blessure, pas de poison détectable. Le bâtiment a finalement été démoli en 1868 par ordre du gouvernement de reconstruction, mais même les ouvriers embauchés pour la tâche ont refusé de travailler plus de quelques heures par jour. Ils parlaient de malaise inexplicable, de nausées, d'un sentiment de terreur qui les submergeait sans raison.
Aujourd'hui, il ne reste rien de la plantation Caldwell. Le terrain a été divisé et revendu plusieurs fois. Des maisons modernes s'y dressent maintenant, leurs occupants ignorant généralement l'histoire sombre du lieu. Les archives officielles sur l'affaire Maria sont fragmentaires, beaucoup ayant été perdues ou détruites durant la guerre. Mais les histoires persistent. Les vieilles familles de la région, tant blanches que noires, connaissent encore des versions de l'histoire, transmises de génération en génération. Elles diffèrent dans les détails, mais l'essentiel reste le même. Une femme poussée au-delà de toute limite humaine, qui a pris une terrible vengeance. Certains disent que Maria a agi seule, motivée uniquement par sa propre souffrance. D'autres murmurent qu'elle faisait partie d'un réseau secret d'esclaves qui planifiait des actes de résistance, que sa vengeance était un signal, un message aux autres planteurs. Il y a des limites à ce que l'humanité peut endurer. D'autres encore parlent de documents cachés, de lettres jamais envoyées, de témoignages supprimés qui pourraient révéler d'autres vérités sur ce qui s'est vraiment passé cette nuit d'août 1857. Ils parlent de complices jamais identifiés, de motivations plus complexes qu'une simple vengeance personnelle. Le docteur William Thatcher, un médecin de campagne qui a pratiqué dans le comté de Wilkinson de 1850 à 1875, a laissé des mémoires privées qui n'ont été découvertes qu'en 1923. Dans ces pages, il mentionne l'affaire Maria et écrit quelque chose de troublant. « J'ai examiné les corps, ou ce qu'il en restait, des hommes Caldwell. L'huile avait fait son œuvre horrible, dissolvant la chair, mais certains os étaient encore identifiables. Ce qui m'a frappé, ce qui me hante encore après toutes ces années, c'est l'expression figée sur ce qui restait des crânes. J'ai vu beaucoup de morts dans ma carrière, des morts violentes, terrifiantes. Mais je n'ai jamais vu une expression de terreur aussi absolue que celle fixée sur ces restes, comme s'ils avaient vu quelque chose au-delà de l'horreur physique, quelque chose qui avait brisé leur esprit avant que leur corps ne soit détruit. » Il continue. « J'ai aussi parlé avec plusieurs esclaves de la plantation dans les jours qui ont suivi, officieusement bien sûr. Beaucoup refusaient de parler du tout. Mais une vieille femme nommée Patience m'a murmuré quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit « Maria n'était pas seule cette nuit-là. Il y avait d'autres présences dans cette raffinerie, des présences qui attendaient depuis longtemps. » Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, elle a simplement secoué la tête et refusé de dire un mot de plus. Ces fragments de témoignages, ces histoires qui persistent, ces zones d'ombre dans le récit officiel, tout cela contribue au mystère qui entoure l'affaire Maria. Qu'est-ce qui s'est réellement passé cette nuit-là? Était-ce simplement la vengeance désespérée d'une femme brisée par des années de torture? Ou y avait-il quelque chose de plus profond, de plus complexe? Les historiens ont longtemps débattu de ces questions. Certains voient dans l'histoire de Maria un exemple tragique mais simple de la violence inhérente au système esclavagiste. D'autres y voient un acte de résistance consciente et planifié, un moment où une victime du système a retourné sa violence contre ses oppresseurs avec une efficacité terrifiante. Mais il y a aussi ceux qui remarquent les éléments étranges de l'histoire. Comment Maria, une seule femme, a-t-elle pu traîner 4 hommes adultes sur une distance considérable? Comment a-t-elle eu la force physique de les hisser le long des échelles jusqu'aux cuves? Comment a-t-elle su exactement la dose de laudanum nécessaire pour les endormir sans les tuer? Ces questions restent sans réponse. Les archives sont incomplètes. Les témoins sont morts depuis longtemps, et la vérité, si elle existe, est enfouie sous plus d'un siècle et demi de silence et d'oubli. Ce qui est certain, c'est que l'histoire de Maria est devenue une légende dans le folklore du Mississippi. Elle est racontée lors des veillées, murmurée entre amis, transmise comme un avertissement ou comme une inspiration, selon celui qui la raconte. Pour certains, elle est un monstre, une femme qui a perdu toute humanité et s'est transformée en quelque chose de démoniaque. Pour d'autres, elle est une héroïne tragique, une femme qui a osé se dresser contre un système implacable, même si cela signifiait sa propre destruction. La vérité, comme toujours, est probablement quelque part entre ces extrêmes.
Maria était une femme, ni sainte ni démon, poussée par des circonstances inimaginables à commettre des actes inimaginables. Elle était à la fois victime et bourreau, brisée et terriblement forte, désespérée et méthodiquement calculatrice. Son histoire nous force à confronter des questions inconfortables sur la nature humaine, sur les limites de l'endurance, sur ce que nous sommes capables de faire quand tout nous est arraché. Elle nous rappelle que derrière chaque système d'oppression se cachent des milliers d'histoires individuelles de souffrance, de résistance, de moments où l'humanité elle-même semble se briser. Et peut-être, dans l'obscurité de cette raffinerie abandonnée, dans le bouillonnement de cette huile mortelle, dans les hurlements de ces hommes mourants, se trouve quelque chose d'essentiel sur l'histoire humaine elle-même, quelque chose que nous préférerions oublier, mais que nous devons nous forcer à nous rappeler. Car l'histoire de Maria n'est pas seulement son histoire. C'est l'histoire de milliers de femmes et d'hommes réduits en esclavage, qui ont souffert en silence. C'est l'histoire d'un système qui transformait les êtres humains en propriétés, qui brisait les familles, qui détruisait les âmes. C'est l'histoire de la violence qui engendre la violence, du sang qui appelle le sang. Et c'est une histoire qui n'est jamais vraiment terminée. Les fantômes du passé hantent encore le présent. Les injustices d'autrefois résonnent encore aujourd'hui. Les leçons non apprises continuent à nous échapper. Dans les nuits chaudes et humides du Mississippi, quand le vent souffle à travers les champs de coton et les ruines cachées, certains jurent qu'ils peuvent encore entendre quelque chose. Pas des hurlements, plus maintenant, mais un murmure constant et insistant, comme le bouillonnement de l'huile qui ne s'arrête jamais. Et dans ce murmure, si on écoute attentivement, on peut peut-être entendre les voix de tous ceux qui ont souffert, qui ont résisté, qui ont été brisés, mais n'ont jamais été complètement détruits. Toutes ces voix mêlées ensemble, racontant des histoires que l'histoire officielle a essayé d'effacer. L'histoire de Maria est l'une de ces voix. Horrible, oui. Dérangeante, certainement. Mais aussi peut-être nécessaire. Car tant que nous nous souviendrons de ces histoires, tant que nous les raconterons malgré l'inconfort qu'elles provoquent, il y a une chance, aussi mince soit-elle, que nous puissions apprendre, que nous puissions comprendre, que nous puissions peut-être éviter de répéter les mêmes horreurs, ou peut-être pas. Peut-être que ces histoires sont simplement des témoignages, des marqueurs laissés dans le temps pour dire « Ceci est arrivé, des gens ont souffert ici, des vies ont été détruites ici. Ne l'oubliez jamais. Cette histoire t'a glacé le sang ? Crois-tu que tout a vraiment été révélé cette nuit-là dans la raffinerie ? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne et partage cette histoire avec ceux qui, comme toi, cherchent les mystères sombres cachés dans les plis de l'histoire. Car parfois, la vérité est plus terrifiante que n'importe quelle fiction. La nuit tombe sur le comté de Wilkinson. Les lumières s'allument dans les maisons modernes construites sur une terre qui a vu tant de souffrances. Les gens rentrent chez eux, inconscients des histoires qui dorment sous leurs pieds. Ils dînent, regardent la télévision, mettent leurs enfants au lit. Et quelque part, dans un coin oublié de la mémoire collective, l'histoire de Maria continue à exister, attendant d'être racontée encore une fois, attendant que quelqu'un écoute, attendant que les leçons qu'elle contient soient enfin apprises. Si elles peuvent l'être, si nous le voulons vraiment, si nous osons regarder dans l'abîme et accepter ce que nous y voyons reflété.